Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, on s'excuse hein, pour le problème technique. On a un petit problème avec Zoom. On va donc rester à 100 personnes ce soir. On ne pourra pas aller au-delà, malheureusement. Mais il y aura un replay disponible hein, sur la page du CIPAC. Voilà. Alors, je vais faire vite. Donc, bonsoir à tous, hein, à toutes là. Et je vois qu'il y a une centaine de personnes. On peut pas aller au-delà. Merci de vous être connectés. Alors, c'est un immense plaisir hein, de vous accueillir à ce deuxième webinaire hein, du CIPAC, qui est le collectif des infirmiers en pratique avancée de cardiologie. Euh, je vais essayer d'être le plus bref possible hein, sur la présentation, en sachant pertinemment que vous êtes connecté principalement pour écouter Jérôme, hein, ce qui me paraît légitime. En même temps, je ne peux pas lui en vouloir d'avoir une popularité à la hauteur de son talent. Alors, quelques mots sur le CIPAC rapidement. Donc, c'est un collectif d'IPA, d'infirmiers en pratique avancée, mention PCS, donc pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires. Alors, nous avons un exercice par choix et par passion plutôt exclusif en cardiologie. Alors, comment dire, le collectif a été créé il y a un peu plus de 3 mois avec le souhait, sans prétention aucune, hein, évidemment, de promouvoir la pratique avancée euh, et spécifiquement bah, nous concernant dans les domaines de la cardiologie. Alors, c'est un collectif qui s'adresse aux IPA, bien entendu, mais bien entendu aussi à toutes les catégories d'infirmiers impliqués, je dirais, dans un parcours de soins cardiologiques. Donc, je pense à nos amis ISPIC, IDE, IDEL, IAD, hein, voilà. Donc, je salue d'ailleurs mes copains IAD hein, qui sont inscrits ce soir. Alors, Jérôme est avec nous ce soir parce qu'il est passionné de CG et qu'il a une quantité de choses à nous apprendre. Et croyez-moi, vous pourrez compter sur lui pour partager son enthousiasme. Alors, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de rythme en cardiologie. Depuis quelques années, il y a des grands mouvements dans les recommandations. Il y a pléthore d'explorations. Bref, c'est une spécialité qui est dynamique et qui est turbulente. Euh, donc, l'idée, c'est également de proposer régulièrement des webinaires qui nous permettront d'échanger sur nos pratiques, de les harmoniser, de se rassurer aussi parfois, de partager nos expériences et également bah, de nous actualiser par nos idées communes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Molinaro, qui est plus utile de présenter, je pense. Hein. Il le fera lui-même d'ailleurs. Donc c'est un petit peu c'est notre Pierre Taboulé version paramédicale, je dirais. Il va nous proposer quelques tracés. Alors, s'en suivra une méthodologie, alors une méthodologie d'interprétation, alors plutôt efficace et rassurante, moi c'est ce que je pense, qui va permettre finalement à chacun d'appréhender la lecture avec un petit peu plus de sérénité. Alors, juste avant de commencer, et je serai bref sur le sujet, je tenais à faire quelques rappels quand même de législation sur le CG, parce que bah, c'est un sujet qui me paraît quand même important d'aborder. Euh, et je pense que nous devons sortir de ce webinaire rassurés sur l'intérêt de nos pratiques. Alors, il y a un décret que je rappelle du 18 juillet 2018 qui est relatif à l'exercice en pratique avancée, dans lequel on trouve un arrêté, bah, pareil, de la même date, du 18 juillet. Euh, et précisément dans l'annexe 2, alors, on trouve la liste des actes de suivi et de prévention hein, que l'IPA est autorisé à demander pour les pathologies euh, comment dire, dont il assure le suivi, et il figure le CG de repos.
et également les examens d'imagerie nécessaires au suivi du patient, le Doppler des troncs supraortiques par exemple, et j'en passe. En revanche, il n'y a aucune précision sur l'interprétation. Euh, Maintenant, dans l'annexe 1, il y a la liste des actes techniques que l'IPA est autorisé à effectuer sans prescription médicale. Et le cas échéant, à en interpréter les résultats pour les pathologies dont il a sur le suivi, évidemment. Là, on ne retrouve pas le CG. Alors, néanmoins, dans le référentiel d'activité hein, de semaine décret, il est précisé que nous pouvons interpréter les examens paracliniques. Alors pour moi, un examen paraclinique, c'est un examen qui va venir compléter un examen clinique, comme le CG. Alors, quid de l'ECG, à savoir si c'est un examen clinique ou paraclinique. Voilà. Mais en résumé, pour moi, il n'est pas précisé clairement que nous puissions interpréter l'ECG. Donc, je pense qu'à chacun d'être au clair avec sa pratique. Voilà. Au demeurant, moi, je pense que quand on imprime un tracé, l'idée, c'est pas de le ranger dans un dossier. Il doit être interprété et pas glissé de façon grégaire, réflexe, dans le dossier sans analyse aucune. Voilà. Donc, il me paraît quand même essentiel d'être capable, par exemple, de reconnaître une fréquence cardiaque à 180, de reconnaître un QT long chez un patient sous cordérone ou, un, une onde de Pardy. Voilà. Moi, me concernant, je ne vais pas solliciter le cardiologue si l'ECG est normal ou s'il n'est pas modifié. En revanche, j'hésite pas à demander un avis euh, pour une double lecture, évidemment, bah, si j'ai le moindre doute ou si le CG est modifié. Évidemment, bah, je le note systématiquement dans le dossier, enfin dans le compte-rendu de consultation. Donc, bon, ma chance, c'est vrai que je le reconnais, c'est d'avoir des cardiologues plutôt disponibles et sympas. Bon, bien, alors, j'en ai fini avec ce petit rappel. C'est l'heure des nœuds au cerveau et surtout pas de complexe, hein, si je puis dire, si vous doutez des réponses. Alors l'idée, c'est surtout de réfléchir, voilà, et de se faire plaisir. Alors concernant le déroulement, je vais laisser la parole à Jérôme. Il va vous présenter quelques ECG avec au préalable un bref contexte clinique, hein. On va vous proposer 30, je dirais 30 à 45 secondes maximum de lecture et de réflexion pour l'interprétation, bah, pendant lesquelles, si vous voulez, vous pouvez proposer votre réponse sur le chat qu'on consultera. Donc, n'hésitez pas à vous lancer en sachant que bah, chaque ECV, chaque ECG, pardon, sera suivi d'une explication précise et méthodique, évidemment. Donc, à vous de jouer. Jérôme, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer, alors pas tout de suite avec les analyses des ECG. Donc, pour me présenter un petit peu, donc moi, Jérôme Molinaro, je suis un infirmier en musique depuis un peu plus de 20 ans et je me suis intéressé aux ECG il y a quelques années. Et c'est quelque chose qui est super passionnant, vous allez voir. Alors, oui, l'électrocardiogramme, alors pour les infirmières, on n'a pas le droit de les interpréter. Pour les IPA, on ne sait pas trop, mais vous n'avez pas le droit. Vous allez voir qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut voir sur des ECG et on n'a pas besoin d'être médecin pour voir tout ça et que quelque part, on n'est pas plus con que les autres et qu'il y a plein d'informations qu'on peut voir, s'intéresser à ce qu'on fait et du coup, accélérer la prise en charge. C'est tout l'intérêt aussi de tout ça. Avant de se lancer dans des ECG, on va faire un petit rappel et petite méthodologie de lecture quand même rapide. Donc alors, rappel anatomique, pourquoi? Pour une bonne et simple raison, c'est que ce qui est génial dans la cardiologie, c'est que quand on connaît son anatomie et sa physiologie, il y a plein de pathologies qui paraissent normales. Et ben, dans l'électrocardiogramme, c'est un petit peu la même chose. Quand on connaît son anatomie et la physiologie au niveau du tissu nodal, et ben, c'est pareil. Il y a plein de pathologies qui, après, pour le coup, paraîtront beaucoup plus simples. Alors, donc là, je vous ai fait une coupe du cœur un petit peu version personnelle.
où on va retrouver, alors là, on retrouve les quatre cavités, oreillette, puis ventricule, avec en haut, dans l'oreillette droite, le nœud sinusal. Le nœud sinusal, c'est quoi? C'est le pacemaker du cœur. C'est lui qui va délivrer des influx électriques de façon régulière. Donc, hyper important parce que c'est lui qui décide de tout dans je délivre des influx électriques ou pas. Alors, normalement, il est censé le faire correctement et tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en bas? Eh ben, on retrouve un petit peu plus bas ce qu'on appelle le nœud atrioventriculaire. Le nœud atrioventriculaire, c'est quoi? C'est le seul passage de l'influx électrique entre les oreillettes et les ventricules. Et lui, il va avoir un rôle hyper important, même deux rôles super importants. Le premier, c'est qu'il va ralentir le passage de l'influx électrique entre les oreillettes et les ventricules. Ça va avoir quoi? Eh ben, ça va permettre de décaler légèrement la contraction des ventricules par rapport à la contraction des oreillettes. Eh ben, ça, c'est hémodynamiquement parlant. Eh ben, ça va juste permettre aux oreillettes de se contracter correctement, bien remplir les ventricules, et donc, du coup, permettre la contraction des ventricules une fois bien remplis. Deuxième rôle important, eh ben, c'est qu'il va filtrer les influx électriques qui proviennent des oreillettes euh, pour les transmettre aux ventricules le mieux possible. En gros, quand c'est le bazar au niveau des oreillettes, le nœud atrioventriculaire fait en sorte que ce ne soit pas le bazar au niveau des ventricules. Donc il a vraiment ces deux rôles importants de ralentir le passage de l'influx électrique entre les oreillettes et les ventricules pour améliorer l'hémodynamique, et en plus ce rôle de protecteur des ventricules pour éviter que ce soit le bazar dans les ventricules quand c'est le bazar au niveau des oreillettes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le tronc commun du faisceau de Higgs. Le tronc commun, bah, c'est tout simplement une partie commune qui va ensuite se séparer en deux branches principales. Une branche droite qui va permettre la dépolarisation et donc la contraction du ventricule droit, et une branche gauche. Alors la branche gauche se sépare très rapidement après en deux branches. Et donc ces deux branches vont permettre la dépolarisation et donc la contraction du ventricule gauche. Donc voilà un petit peu pour le côté anatomique, et ce schéma, il est super important parce que ce schéma, eh ben, en fait, il va permettre de voir un petit peu que plein de pathologies s'expliquent eh ben, plutôt facilement. On va voir ça par la suite après. Alors là, on va essayer de mettre le rapport entre ce qui se passe au niveau du cœur et puis ce qu'on peut voir sur le CG. Alors tout commence avec le nœud sinusal qui va générer un influx électrique. Alors ça, on ne le voit pas sur l'électrocardiogramme. Ce qu'on va voir, c'est quand le nœud sinusal, une fois qu'il a généré cet influx électrique, il va le transmettre aux oreillettes. Et quand il le transmet aux oreillettes, ça va engendrer quoi? La contraction des oreillettes. Et ça va aussi engendrer sur l'électrocardiogramme une belle onde P qui correspond à la contraction des deux oreillettes. Ensuite, très souvent sur l'électrocardiogramme, on a l'impression qu'il ne se passe rien après l'onde P. Un petit tracé plat, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ben, en fait, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est que ça correspond au passage de l'influx électrique au niveau du nœud atrioventriculaire. Le nœud atrioventriculaire, il ralentit, et après, il fait passer très très vite l'influx électrique, branche gauche, branche droite. Ça n'a pas de représentation sur l'électro, et ça correspond à ce petit segment. Une fois que l'influx électrique il est arrivé au bout de la branche gauche et de la branche droite, donc au contact direct des cellules musculaires, on va avoir quoi? On va avoir la contraction des deux ventricules qui se trouve être représenté au niveau de l'ECG par notre fameux complexe QRS. Le fameux complexe QRS représente la contraction des deux ventricules. Arrive ensuite le relâchement, donc la repolarisation. Donc les deux ventricules qui se relâchent, et ça, c'est représenté par le segment ST et l'onde T. Ça correspond au relâchement des deux ventricules. Donc voilà, en comprenant un petit peu ça, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir comprendre par la suite un petit peu plus simplement. Et avant ça, on va voir une petite analyse alors rapide des ECG en 6 points importants, mais vous allez voir que déjà ces 6 points importants, qui ne sont pas si compliqués que ça à voir, vont pouvoir vous aider à savoir est-ce qu'il y a quelque chose, oui, non, grave ou pas grave. Alors, en premier lieu, rythme et fréquence, super facile à voir. On reprendra chaque chose au fur et à mesure. Les ondes P et les QRS. Ensuite, on va voir notre espace pair. On va avoir le complexe QRS en lui-même. Alors, sur le complexe QRS, on ne va pas trop s'étendre parce qu'on pourrait y passer énormément de temps. Il y a tellement de choses à voir sur le complexe QRS, mais là, on va rester simple, vous allez voir. Ensuite, le segment ST. Et pour terminer, on va s'intéresser aux ondes T. Donc, on va reprendre chaque chose au fur et à mesure.
On commence par rythme et fréquence. Alors, la fréquence, déjà de base, ça c'est super facile. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études pour être cardiologue pour savoir qu'une fréquence normale, elle doit être comprise entre 60 et 100. Donc là, on a un chiffre qui nous est calculé par l'électrocardiographe. Est-ce qu'il est entre 60 et 100? Oui, et bien tant mieux. Non, ah, attention. Alors, bien sûr, la fréquence cardiaque se remet toujours un peu dans un contexte clinique. Le super jeune sportif, hyper sportif, qui a une fréquence à 50 par minute au repos, on ne va pas paniquer, d'accord? Par contre, papy, 90 ans, qui se plaint d'être dyspnéique et qui est fatigué au moindre effort, qui a une fréquence à 30, même s'il est super sportif, là, c'est peut-être un petit peu moins normal. Donc, on remet toujours tout dans un contexte clinique aussi qui va nous aider, mais attention de ne pas toujours trop se mettre dans le contexte clinique. Et voilà, là, la fréquence, on y fait attention. Ensuite, il y a le côté, est-ce que le rythme, il est régulier ou pas? Un rythme régulier, voilà, les espaces RR, comme on le voit là, ils sont réguliers. Donc la collade, elle se déplace et à chaque fois, on retombe sur les mêmes ondes des QRS d'après. Ça, c'est l'intervalle RR qui est fixe. Ça correspond à un rythme régulier. Pourquoi? Parce que le nœud sinusal délivre des influx électriques de façon régulière. Alors, il y a quelques rythmes irréguliers qu'on peut rencontrer qui ne sont pas forcément pathologiques. L'arythmie respiratoire, cette petite modification du rythme en fonction de la respiration. Et puis juste, le CG qui a été fait trop rapidement chez quelqu'un qui est allongé, on lui fait le CG tout de suite, on va avoir un ralentissement de la fréquence cardiaque et on peut voir ça sur l'électro avec les QRS qui sont de plus en plus éloignés. Voilà. Après, vous savez dans quel contexte vous avez fait l'électrocardiogramme. Donc, premier truc, rythme et fréquence. Le rythme il est censé être régulier et la fréquence, elle est censée être entre 60 et 100. Facile. On passe à la suite. Les ondes P et les QRS. Alors là, vous allez voir, pareil, on va rester très très simple et vous allez voir que ça peut déjà amener plein d'informations. Éléments, hop, attendez, je suis allé trop vite. Oups, voilà. Donc, toutes les ondes P, elles doivent être suivies par un QRS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les influx électriques qui étaient générés au niveau des oreillettes, donc par le nœud sinusal, ça a été conduit au ventricule. Donc ça, c'est cool. Toutes les ondes P, on doit avoir un QRS derrière. Mais on doit avoir aussi tous les QRS précédés par une onde P. Ça veut dire que toutes les contractions des ventricules proviennent d'un influx électrique des oreillettes et en général du nœud sinusal, c'est ce qu'il y a de mieux. Si on prend un exemple sur un tracé, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, à chaque fois qu'on a une onde P, on a un QRS derrière. Et ça, à chaque fois, on a l'un sans l'autre. On n'a jamais l'un sans l'autre. Le binôme onde P-QRS, il doit toujours être présent. S'il y en a un sans l'autre, c'est pas normal et il faudra savoir un petit peu pourquoi. Donc là, pareil, sur un électrocardiogramme, oui, on n'est pas médecin, mais c'est pas très compliqué. On peut l'observer et on peut le voir facilement. On passe à la suite. On va s'intéresser à l'espace PR. Alors, on peut entendre parler d'espace PR, d'espace PQ, d'intervalle PR. En gros, c'est quoi? C'est l'intervalle qui commence entre le début de l'onde P et le début du QRS. Il doit être fixe, enfin, il doit être inférieur à 200 millisecondes, donc moins de 5 petits carreaux, et fixe. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Ça, c'est normal. Donc, moins de 200 millisecondes, c'est moins de 5 petits carreaux, comme c'est noté. Donc, du début de l'onde P jusqu'au début du QRS, moins de 5 petits carreaux est toujours le même. Important. Voilà. Ça représente la qualité de la conduction entre les oreillettes et les ventricules, et notamment le nœud atrioventriculaire. Est-ce qu'il est malade ou pas? Donc voilà, ça c'est pareil. Pas très très compliqué à voir et à rechercher, mais ça peut apporter des informations. Quatrième élément, le complexe QRS. Alors là, vous allez voir, on va rester très très simple parce que le complexe QRS, ça représente la contraction des deux ventricules. Et bien, dès qu'il y a une pathologie, dès qu'il y a un problème au niveau des ventricules, ça peut se voir sur le QRS. Donc, on pourrait passer des jours, des semaines à parler du QRS parce qu'il y a plein d'informations qu'on peut voir. Là, on va essayer de rester simple. On va s'intéresser à quoi? Le QRS, est-ce qu'il est fin ou pas? Donc, un QRS fin, c'est ce qu'on dit, c'est un QRS qui fait moins de 120 millisecondes, donc en gros, moins de 3 petits carreaux. Ça veut dire que l'influx électrique, il emploie les voies de conduction normales. Donc, c'est plutôt rassurant. Un QRS fin, c'est bien. Comment on le calcule? Facile. Du début du QRS à la fin du QRS. Ici, en gros, à peu près 2 petits carreaux. Donc, on va dire 80 millisecondes parce que un petit carreau, les tout petits carreaux qu'on a sur un appareil AECG, enfin sur un électrocardiogramme, c'est 40 millisecondes ou 0,4 secondes. Enfin 0,04 secondes. Donc, 80 millisecondes, ça fait bien 120 millisecondes. Donc, QRS fin, c'est bien, c'est rassurant. Et on est content. Un QRS fin, ça doit faire plaisir. Par contre,
on peut avoir du coup des trucs qui font moins plaisir, des QRS larges. Alors les QRS larges ont une durée supérieure à 120 millisecondes, donc plus de 3 petits carreaux. Et là, attention, un QRS large, il faut toujours que ça vous inquiète un petit peu. Alors bien sûr, pour tout ce qui est suivi de patients, l'intérêt majeur d'avoir un ECG de référence. Dans les services, alors, et là, c'est tout confondu, hein, IPA, IDE, un ECG de référence, c'est génial. Sauf qu'on l'a très rarement dans les services, surtout quand ils arrivent, que c'est le tout début. Les gens arrivent très peu, voire jamais, aux urgences, par exemple, ou en urgence de façon générale, avec un ECG de référence avec eux. Par contre, dans un côté suivi de patient, c'est bien d'avoir le dernier ECG pour savoir est-ce que les QRS larges sont déjà connus ou pas. Donc, QRS large, si c'est déjà connu et que ce n'était pas grave, ça rassure. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, dans les QRS larges? Eh ben, on va avoir ce qu'on appelle les blocs complets, blocs de branche complets, droit ou gauche. Ça fait un peu moins peur. On peut avoir quelqu'un qui est connu, qui a un pacemaker avec une sonde ventriculaire. Une sonde ventriculaire, la sonde, elle est posée en gros au fond du ventricule droit. Ça va être de la conduction de cellule à cellule, donc c'est de la conduction lente, donc ça va donner des QRS larges. Ça pourrait faire peur, sauf qu'on sait pourquoi il a des QRS larges, parce qu'il a un pacemaker. Donc là, on ne s'affole pas. Par contre, là où ça peut devenir un peu inquiétant, c'est parce qu'un QRS large, ça peut être un trouble du rythme ventriculaire. Et un trouble du rythme ventriculaire, eh ben, ça, il faut que ce soit pris en charge tout de suite, pour une bonne et simple raison, c'est que ça peut dégénérer à n'importe quel moment, terminer en fibrillation ventriculaire, asystolie, et là, c'est autre chose. On peut avoir aussi des QRS larges qui peuvent être un petit peu vicieux, et ça, faut s'en méfier. Ça va être tout ce qui est hyperkaliémie sévère. Ça peut vous agrandir les QRS et donc vous donner des QRS larges. Attention, ça c'est pareil. Donc les QRS larges, il faut toujours faire attention. De façon générale, un QRS large, ça doit être considéré comme grave, en dehors des blocs complets et des PM. Alors là, je vous entends déjà, oui, mais j'ai entendu les blocs de branche gauche, moi on m'a dit, c'est, oui, un bloc de branche gauche, sauf s'il est déjà connu, un bloc de branche gauche ne doit jamais être négligé, parce que potentiellement, ça peut être quelque chose de pas top derrière. Ça peut être un signe, par exemple, de quelqu'un qui fait un infarctus. Et là où les médecins sont souvent gênés, c'est quelqu'un qui a un bloc de branche gauche et une douleur dans la poitrine. Ça peut être gênant. Donc, le bloc de branche gauche ne doit jamais être considéré comme anodin ou pas grave, sauf s'il est déjà connu. D'accord? Donc voilà. On va continuer un petit peu dans notre truc et on va s'intéresser au segment ST. Le segment ST, alors on pourrait dire, c'est facile. Le segment ST, il faut qu'il soit isoélectrique à la ligne de base. Donc en gros, c'est quoi? Eh ben, on a là, alors, il faut que je mette l'animation, pardon. Donc on a ici ce qu'on appelle la ligne de base. On a là le segment ST et tout doit se trouver au même niveau. Donc on va dire, pour calculer le segment ST, franchement, c'est hyper facile. Alors, oui, attention, parce que dans le segment ST, il y a déjà plein de variantes de la normale qui peuvent donner des sus-décalages, mais qui ne sont pas forcément pathologiques. Là, la clinique va être quelque chose d'hyper intéressant. Quelqu'un qui a un sus-décalage, qui se plaint de douleur dans la poitrine, dites pas c'est une variante de la normale. Hein. Il y a un élément clinique supplémentaire que vous ne pouvez pas laisser à côté. Attention, un sus-décalage ou un sous-décalage, ces signes-là ne sont pas forcément que des signes de problème ischémique. Ça peut être des signes d'autres choses, mais dans tous les cas, quelque chose qui est pathologique et qui doit nécessiter l'avis d'un médecin. Donc voilà pour le segment ST. Alors pareil, attention, dans certaines dérivations, on tolère, notamment V2, V3, pour dire rapidement, V2, V3, on peut tolérer un sus-décalage de 1 à 2 mm. Attention, toujours pareil, dans un contexte clinique, à remettre aussi, la personne, elle a pas mal, elle a un petit sus-décalage, en plus un ECG de référence qui montre déjà ça. Voilà. Et dans les variantes de la normale, il y a ce qu'on entend souvent, c'est la repolarisation précoce qui donne des sus-décalages du segment ST, mais pas associé avec des douleurs dans la poitrine. Hein. Sus-décalage plus douleur, dites pas que c'est une variante de la normale. D'accord? Donc voilà pour le segment ST. On continue et là on va s'intéresser au dernier petit truc, les ondes T. Les ondes T, en fait, si on regarde sur un électrocardiogramme, les ondes T, elles sont censées être positives un peu partout. Donc, elles sont censées être positives dans toutes les dérivations, mais elles doivent être négatives en AVR et en V1. Potentiellement, elles peuvent être négatives en D3 et AVL. Voilà.
Alors là, en D3, elles ne sont pas négatives, elles sont positives, donc c'est cool. En AVL, bon là, elles sont plutôt là, très très légèrement négatives, mais c'est pas pathologique. En plus, alors le segment ST, tout comme les ondes T, ça peut représenter un problème ischémique, mais à ce moment-là, il faut que ça corresponde à un territoire particulier. D'où l'intérêt, alors on ne va pas en parler là, mais de bien placer les électrodes quand on fait un ECG, parce que chaque électrode voit une partie du cœur bien spécifique, et donc une partie du cœur qui souffre va donner des signes dans au moins deux dérivations contiguës ou qui correspondent à un même territoire. D'accord. Donc, voilà, s'il y a juste une onde T négative en D3, sautez pas sur le fait qu'il fasse un problème ischémique. Si D2 et AVF, qui sont les deux autres dérivations qui correspondent au même territoire inférieur, il n'y a rien, comme là. Donc là, tout est bon. Mais AVL, on se dit, ouais, c'est un peu plat, voire peut-être un peu négatif. Oui, mais AVL, ça va avec D1. C'est latéral haut. En D1, elle est très bien. D'accord. Et en plus, cliniquement, il n'y a pas de douleur. OK. Donc voilà. Donc les ondes T positives partout, sauf AVR et V1 où elles sont négatives. Et elles peuvent potentiellement, de temps en temps, être négatives de façon isolée en D3 ou AVL. Leur amplitude, elles doivent être inférieures à 2/3 de l'onde dominante et elles sont asymétriques. Si on la coupe en deux, l'onde T ne peut pas se superposer. Voilà. Le début et la fin ne se superposent pas. Alors, la plupart du temps, les ondes T, on met ça dans le signe d'un problème ischémique, mais pas que. Ça peut représenter plein d'autres soucis et pas que ça. Et en tout cas, si vous avez des ondes T inversées dans plusieurs dérivations qui correspondent à un même territoire ou dans plusieurs dérivations de façon générale, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Donc, soit il y a un problème ischémique, ça peut être un problème électrolytique aussi. Donc, il va falloir rechercher. Et toujours pareil, on remet aussi dans le contexte clinique, qui reste un élément facile à savoir et à rajouter. Donc, voilà un petit peu pour ce côté analyse de l'ECG rapidement en 6 points. Donc, en gros, si on reprend tout ça, vous avez une fréquence normale qui est entre 60 et 100. Vous avez un rythme qui est régulier. À chaque fois que vous avez une onde P, vous avez un QRS, et à chaque fois que vous avez un QRS, vous avez une onde votre espace PR, il est normal et il est fixe. Les QRS, ils sont fins. Le segment ST, il est isoélectrique partout et les ondes T, elles sont normales. Et bien là, vous pouvez vous dire que vous avez écarté la plupart des pathologies graves. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est rassurant sur un électrocardiogramme. De façon générale, j'aurais tendance à vous dire, si à un moment donné, il y a quelque chose qui vous chiffonne, ou vous, ah, ouais, là, c'est un peu normal, mais quand même, ou machin, demandez un avis. Ne restez pas avec un doute. Voilà. Demandez un avis à un médecin, à un cardio. C'est leur rôle, ils sont là pour ça. Et c'est tout l'avantage aussi de l'électrocardiogramme en tant que paramédicaux. Nous, c'est que du plaisir. Moi, c'est ce que je dis quand je fais les formations pour les infirmiers et les infirmières. Vous pouvez passer à côté de quelque chose qui est inratable, on ne pourra pas vous en vouloir. C'est le médecin qui ne doit pas le rater. De façon humoristique, bien sûr. Mais voilà, même si vous ne voyez pas, ce n'est pas notre rôle. Par contre, ça fait pas de mal de jeter un petit coup d'œil et de voir s'il n'y a pas quelque chose de flagrant qui vous chiffonne par rapport à ça. Et si jamais ça vous titille, il y a un truc, eh ben, n'hésitez pas à voir avec un médecin. D'accord. Alors, avant de passer à l'étude un petit peu de CG, est-ce que vous avez des questions? Donc, n'hésitez pas à les poser sur le chat, des petites questions par rapport à toute cette méthodologie-là. Je remets le contexte. Ces petites méthodologies rapides avec des points importants, flash, où il n'y a pas besoin de creuser. Alex vous a parlé tout à l'heure de l'intervalle QT, de machin. Là, c'est quelque chose qui reste un petit peu plus compliqué, qu'il va falloir aller calculer de façon un petit peu plus précise avec des formules, même si les appareils à électro, les calculs, ils sont plutôt fiables. Mais voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Là, je voulais rester vraiment très basique, très facile à voir sur un ECG. Tous les trucs qu'on voit, le QRS, par exemple, l'espace PR, les appareils à ECG, vous les calculez aussi. Hein. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à tout ça. Alors, pour ce qui est de, en fait, l'onde T, imaginez un truc. Alors là, il y a une question, je n'ai pas compris, l'onde T doit être 2/3 de l'onde dominante. En fait,
L'onde T, ça correspond à la repolarisation des ventricules, donc au relâchement. Forcément, le relâchement va être proportionnel à la contraction. Donc, en gros, si on a des ondes T qui sont aussi importantes que le QRS ou plus importantes que le QRS, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème pathologique derrière. Donc, l'onde T, on a tendance à dire que de façon générale, elle doit être inférieure à 2 tiers. Alors, pour simplifier, on va dire qu'elle doit être inférieure à 2 tiers du QRS. Donc, de l'onde dominante. C'est-à-dire que si l'onde positive, c'est la plus grande, l'onde T, elle doit être inférieure à 2 tiers de cette onde-là. Voilà. Si elle est supérieure, ça peut être pathologique. Euh, Quand faire un ECG? Alors, bah, quand faire un ECG? Alors, là, je vais dissocier 2 cas. En tant qu'infirmière, normalement, c'est sur prescription, sauf urgence, ou sur protocole. En tant qu'IPA, quand faire un ECG? Après, bah, tout dépend dans quel contexte vous recevez le patient. Si c'est un suivi, enfin, c'est un patient qui est cardiaque, euh, moi, j'aurais tendance à dire un ECG, ça ne mange pas de pain et ça peut donner plein d'informations importantes et intéressantes. Et notamment dans un côté consultation de suivi. Est-ce qu'on est toujours bien? Vous pouvez déjà avoir des premiers signes de certaines choses à l'ECG sans forcément avoir de signes cliniques. Donc, l'électrocardiogramme, c'est pas invasif. Au pire, on arrache les poils chez ces messieurs. Bon, ouah, c'est pas, il s'en remettra, hein. Un petit ECG, ça fait pas de mal. Si vous avez le temps, moi, je dis que ça peut toujours être bien et ça permet aussi d'avoir un ECG de suivi à chaque fois et voir est-ce qu'il n'y a pas une évolution, rien qu'à l'électrocardiogramme, et ou juste pour se dire, c'est bien. Et est-ce que pour le coup, rien que ça, l'ECG, bah, ça n'a pas un intérêt important. Juste dire, il est normal, ça va, c'est stable. Ouais, c'est quand même génial. Donc, après, moi, j'aurais tendance à dire, bah, n'hésitez pas, hein, pourquoi pas faire ça à chaque consulte. Après, bien sûr, il y a une question temps-organisation, mais voilà, sur tout ce qui est recommandation, je ne sais pas. Si le patient, il n'a pas de signe, il va bien, il n'y a pas de souci, que vous n'avez pas le temps, bon, bah, n'en faites pas. Maintenant, le patient, il y a un truc, ça va pas, ou ça a changé, ou ceci, ou vous avez changé les traitements, bah, n'hésitez pas à en faire. Dans l'ensemble, bah, dès que vous pouvez en faire un, si c'est possible. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. On ne peut pas tuer avec un ECG, on ne peut que sauver ou aider. Jérôme, excuse-moi, si tu veux, je vais Oui. compléter un petit peu ton propos avec la vision un petit peu IPA des consultations IPA. En fait, on a souvent un ECG de référence et un patient qui est stable. Et quand il y a une évolution clinique, et notamment des signes fonctionnels comme des palpitations, un rythme irrégulier, des douleurs thoraciques, bien évidemment, ou des patients qui font des malaises, des syncopes, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter à faire un ECG afin de rechercher toutes les pathologies qui peuvent être en lien avec ces symptômes. Voilà. Après, je dirais, c'est du bon sens aussi. Quand vous avez votre patient en consultation, c'est du bon sens. Vous l'avez eu il n'y a pas forcément très très longtemps, il va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de changement de traitement. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de refaire un ECG si en plus il n'y a pas forcément le temps? Bah, non, s'il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, faire un ECG pour anticiper discussion sur défi CRP. Alors là, je vais peut-être plutôt laisser mes collègues, parce que là, c'est plus du rôle de l'IPA en suivi cardio. Et là, je vous avoue que Donc, ouais, donc là, le CGD, effectivement, qu'il faut suivre chez les patients qui font insuffisance cardiaque, notamment en fonction d'éjections altérées, est plutôt avancé, hein, quand on parle de resynchronisation, c'est les patients qui ont un FEVG assez altéré. Donc, c'est vraiment le CG, enfin, le suivi ECG typique chez ces patients assez graves, généralement, pour voir si on peut resynchroniser les blocs d'orange pour améliorer la FEVG. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, alors maintenant, on va peut-être pas trop mélanger les rôles non plus. La resynchronisation, c'est plus l'affaire, à mon avis, du cardiologue. Ceci dit, en consultation IPA,
Oui, moi je pense que systématiquement, en IPA cardio, hein, parce que c'est un webinaire IPA cardio, donc en tant qu'IPA cardio, à mon avis, à chaque consultation, il faut faire un ECG. Il ne faut pas hésiter. Alors, moi, ça dépend. Parce que j'ai des patients qui, par exemple, je suis pour l'hypertension artérielle, je ne vais pas leur faire un ECG de façon systématique. Pour les patients insuffisance cardiaque en phase de titration de bêta-bloquants, ça peut avoir l'intérêt. Et après, pour Oui, ce qui oui. est du papier ischémique, sans évolution fonctionnelle, c'est ça. C'est pas forcément. Ça sert à rien de le répéter à chaque fois, hein. Une fois tous les 2 3 ans, ça suffit, hein. Comme les échographies, hein, c'est pas des choses qui vont être répétées sans évolution clinique. Oui, effectivement, donc tout dépend aussi des pathologies et puis du contexte hein, clinique. Jérôme, C'est bon? on peut y aller, on peut avancer un petit peu. Alors, bon, donc là, il nous reste 40 minutes. On va passer, mince, regarde, hop. On va passer donc là, les électros. Alors, les électros, alors là, vous avez bien vu, c'est pas un électro. On va vous mettre petit cas clinique à chaque fois au début pour que vous ayez quelques petites informations. Donc, le premier cas clinique, c'est quoi? C'est voilà, une petite mamie, 76 ans, qui consulte aux urgences. En fait, elle se plaint d'asthénie depuis plusieurs jours. Dès qu'elle fait un petit effort, voilà, petite dyspnée. Et en fait, tout ça est arrivé, enfin, ça a commencé avec un malaise sans perte de connaissance. Et voilà, depuis, un petit peu dyspnéique, fatiguée. Une dame qui est connue, bah, surpoids, sédentarité, diabète, HTA, donc avec les traitements forcément qui vont avec, et à l'électrocardiogramme. Donc je vous mets l'électrocardiogramme, on vous laisse un petit peu regarder l'électro. N'hésitez pas dans le chat à mettre un petit peu vos idées, et après on passera à l'explication, à la correction. Donc voilà l'électro qui est fait pour cette petite dame. Je vous laisse, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Il n'y a pas, il y aura pas d'évaluation. On ne gardera pas les noms de ceux qui ont des mauvaises réponses ou ceux qui ne sont pas tout à fait vrais. Ne vous inquiétez pas, là, c'est le moment de se faire plaisir. Et puis, les erreurs ne sont pas des erreurs à partir du moment où elles permettent d'avancer. Voilà, donc on est à 30 40 secondes. Il y a pas mal de réponses. Le temps est un petit peu compté. Il y a des bonnes J'ai vu les idées. réponses. Il n'y a pas d'ONP. CG de bradycardie, c'est pas sinusal. Il y a beaucoup de réponses intéressantes. Dysfonction sinusale, échappement jonctionnel, une proposition de F allente. Ok, c'est intéressant. Euh, Jérôme, je te laisse Alors, la main. Tu vas pouvoir nous reprendre un petit peu le tracé. alors bon, voilà, vous avez la première croix qui est apparue, j'ai pas fait exprès. Alors, bah, dès le départ, facile. 44, la fréquence. C'est bradycarde. Ça, c'est pas normal. Voilà. Puis, mamie, 79 ans, non, elle n'a pas 44 habituellement. Et en plus, remettez dans le contexte aussi, elle se plaint de fatigue. Donc là, c'est un 44 qui est mal toléré. Donc la fréquence, elle n'est pas bien. Donc ça, c'est déjà un élément qui n'est pas normal. Le rythme, est-ce qu'il est régulier ou pas régulier? Le rythme, si on regarde, oui, il est régulier. Il faut que je remette là. Voilà. Voilà, le rythme est régulier. Alors, juste pour rebondir, il y a un moment donné, j'ai vu dans les commentaires F à lente. Alors, le fait que le rythme soit régulier, bah, ça montre que c'est pas une fibrillation atriale lente. Une fibrillation atriale, quelle qu'elle soit lente avec une fréquence normale ou rapide, le rythme sera obligatoirement irrégulier. Là, comme on a un rythme régulier, ça élimine la FA.
Donc là, pour l'instant, fréquence, bradycarde, rythme régulier. Onde P et QRS. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a une onde P, on a un QRS et à chaque fois qu'on a un QRS, on a une onde P? Alors là, comme tout le monde l'a vu, effectivement, on n'a pas d'onde P. On voit bien les QRS, ça, on les voit très très bien. Mais devant, on ne voit pas d'onde P. Il n'y a rien. Et bien là, alors déjà, l'espace PR, s'il n'y a pas d'onde P, pour parler d'espace PR, il faut avoir les ondes P et les QRS. Là, on n'a pas les ondes P, donc on ne peut pas parler d'espace PR. Imaginez-vous bien dans votre tête euh, le, le schéma du tissu nodal, les ondes P, ça représente la contraction des oreillettes. Donc là, on n'a pas d'onde P, donc on n'a pas d'oreillettes qui se contractent. Hein. Donc là, on est dans du pathologique, on n'est pas dans du bien. Le QRS, on agrandit, on prend début du QRS et fin du QRS, là, on s'aperçoit que ça fait moins de 3 petits carreaux. Moins de 3 petits carreaux, c'est normal. Donc ça, c'est plutôt bien. Le segment ST, si on regarde sur l'ensemble des dérivations, le segment ST, bah, il est plutôt pas trop mal. Il est ni sus-décalé, ni sous-décalé. Et les ondes T, si on reprend aussi toutes les dérivations, elles sont positives partout, dans toutes les dérivations, sauf V1 et AVR, mais ça, on sait que c'est normal. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une bradycardie sans onde P, avec un rythme régulier, et une ligne de base, une ligne isoélectrique plate. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un BSA complet avec échappement fonctionnel, ou alors BSA, c'est bloc sino-atrial. Ça veut dire quoi? Eh bien, on va voir ça sur la diapositive d'après. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous ai dit, il n'y a pas d'onde P. Donc, qui dit pas d'onde P veut dire qu'il n'y a pas de contraction des oreillettes. Les oreillettes, si elles ne se contractent pas, bah, ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui fait que les oreillettes se contractent? Bah, c'est le nœud sinusal qui délivre les influx électriques et en transmettant cet influx électrique aux oreillettes, permet la contraction des oreillettes. Donc, si les oreillettes ne se contractent pas parce qu'il n'y a pas d'onde P, ça veut dire que le nœud sinusal ne marche pas. Donc là, on est en présence d'un bloc sino-atrial complet, parce que ça ne marche jamais. Et les QRS qu'on a, ils sont issus d'un rythme d'échappement. Pourquoi? Parce que dans le cœur, on a plusieurs cellules qui ont la capacité de jouer le rôle de pacemaker. Sauf qu'il y a une espèce de règle un petit peu brute de c'est celui qui fait battre le cœur le plus vite qui inhibe tous les autres. Et de façon physiologique, c'est le nœud sinusal qui fait battre le cœur le plus vite. Donc tous les autres foyers plus bas situés sont inhibés. Sauf que là, comme il ne marche pas, on espère qu'un rythme d'échappement va se mettre en place bah, pour échapper à la mort. Et donc, eh ben, on attend, on attend. C'est très souvent ça qui fait le temps qui se met en place, qui fait que les gens font un malaise. Bah, déjà, la chute de fréquence entre le rythme sinusal et le rythme d'échappement, qui sera inférieur obligatoirement au rythme sinusal. Et puis après, de toute façon, l'inconvénient d'un rythme d'échappement, même s'il nous empêche de mourir, c'est que le rythme d'échappement ne s'adapte pas à une activité. C'est-à-dire que vous avez un rythme d'échappement là à 44. Si la petite mamie elle veut aller courir, ben, ça restera à 44. Autant vous dire, en courant à 44 par minute, vous n'allez pas courir longtemps. Et donc les QRS, bah, ils sont fins. Donc ça veut dire que cet échappement se situe avant que ça se sépare entre branche gauche et branche droite. Donc c'est ce qu'on appelle un échappement jonctionnel. Donc là, bradycarde, régulier, absence d'onde P et ligne isoélectrique plate, donc bloc sino-atrial complet. Les QRS sont fins, échappement jonctionnel. Voilà pour ce premier électrocardiogramme. On passe au suivant. Alors, cas clinique numéro 2, donc c'est un patient de 50 ans qui appelle le SAMU pour dyspnée avec douleur thoracique. Absolument aucun traitement, en facteur de risque cardiovasculaire, un monsieur qui est tabagique actif et OH chronique aussi. Et à l'ECG, vous avez ça. Donc on vous laisse pareil, 30 petites secondes pour regarder tout ça. N'hésitez pas à commenter dans dans le truc de commentaire. Le chat. Voilà, pardon, je cherchais. Alors ça, c'est très souvent le type de CG
ou ouais, le CG qui fait peur, oui, un petit peu ça aussi. C'est le type de CG où, en plus, la clinique, la clinique aide beaucoup. Bon, en fait, celui-là, pour le coup, personne ne passera à côté. Ce qui est plutôt rassurant pour les patients. Alors, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer la correction. Alors, donc, là, effectivement, pour cette ECG, là, c'est flagrant. On a la clinique qui correspond à ce qu'on voit et ça nous saute aux yeux. On va quand même faire l'analyse de l'électrocardiogramme. Donc, la fréquence cardiaque, 132. 132, c'est pas normal, c'est tachycarde. Et ça, en plus, dans ce contexte-là, avec cette ECG-là, ça doit vous faire serrer les fesses très, très fort et croiser les doigts. Enfin, vous faites tout ce que vous pouvez, mais attention, on en reparlera après. Donc, la fréquence tachycarde, déjà, c'est pas bien. Le rythme, bon, oui, il a l'air régulier, rapide, mais régulier. Donc, régulier, ça rassure. Les ondes P et les QRS, est-ce qu'à chaque fois qu'on a une onde P, on a un QRS et inversement proportionnel? Si on regarde, effectivement, là, je vous ai mis les ondes P, on a bien une onde P avant chaque QRS, et à chaque fois qu'on a un QRS, on a une onde P avant. Donc là, c'est plutôt rassurant. C'est ce qu'on appelle un rythme sinusal, donc c'est cool. L'espace PR, si on agrandit un petit peu, qu'on fait du début de l'onde P au début du QRS, moins de 5 petits carreaux, donc normal. Et sur l'ensemble, alors je ne vous l'ai pas fait, mais sur l'ensemble, c'est toujours le même, il est fixe, donc pas de souci particulier. Les QRS, bah, début du QRS à la fin du QRS, moins de 3 petits carreaux. Donc, c'est normal aussi. Et le segment ST. Alors là, c'est effectivement tout ce que vous avez vu. Et pour le segment ST, regardez bien, eh ben, je vous entoure tous les endroits où effectivement il y a des modifications du segment ST. Alors, les modifications qu'on voit la plupart du temps au premier, c'est de V1 à V5, où là c'est flagrant, surtout V1, V2, V3, enfin, c'est du sus-décalage hyper important. Mais en D1 et AVL, vous avez aussi un sus-décalage, alors qui est beaucoup moins important. Et si on prend un petit peu ce qu'on peut entendre, oui, un sus-décalage significatif, c'est à plus d'un millimètre. Alors là, ils sont à moins d'un millimètre en D1 et AVL, sauf que le sus-décalage est proportionnel aussi à la taille du QRS. Si vous avez un QRS comme ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez un QRS qui est comme ça, bah forcément, un sus-décalage comme ça, c'est significatif. Mais avec un QRS qui est grand comme ça, eh ben, un plus petit sus-décalage, c'est significatif aussi. C'est ce qu'on a là en D1 et AVL. C'est très léger, mais c'est là. Après, ça n'empêche pas de voir effectivement de V1 à V5 le sus-décalage qui, lui, va signer bah, le problème ischémique flagrant et qui, ça tombe bien, parce qu'en plus, c'est en relation avec la clinique du patient. Concernant les ondes T, j'ai mis grosso modo, elles sont à peu près normales. On ne les voit pas forcément très très bien, mais après, elles sont un petit peu prises aussi dans le segment ST. Et là, pour le coup, on a le sus-décalage. Donc là, c'est le sus-décalage typique, effectivement, type onde de Pardy, signe de l'infarctus. Et quand je vous disais, attention, la fréquence cardiaque, 132 pour un infarctus, c'est pas bon. Il vaut mieux quelqu'un qui fasse un infarctus qui soit plutôt un peu bradycarde aux alentours de 50-60. Quelqu'un qui fait un infarctus qui a 130 de fréquence, c'est qu'il est en train de mal tolérer son infarctus. Et la suite de tout ça, c'est le trouble du rythme ventriculaire. Donc là, il faut serrer les fesses et aller vite en courroux. Alors je vous accorde, serrer les fesses, ça ne l'aidera pas à rouvrir son artère, mais des fois, ça peut vous occuper et faire passer le temps pour éviter de vous stresser. Donc là, c'est un patient qui doit être surveillé plus, parce que direction salle de choro pour réouvrir, même si à l'électro, on ne veut pas rentrer dans le détail, mais il y a sûrement un petit peu de la nécrose qui va rester. Et c'est un patient, effectivement, qui a une grosse fraction d'éjection altérée après, parce que gros problème de nécrose. Et bah, d'ailleurs, Alex a dû l'avoir ensuite.
Donc là, gros IDM antérieur étendu, donc de V1 à V5, donc antérieur, plus D1, VL, donc vraiment grosse partie du cœur. Alors, de façon très schématique, grosso modo, c'est quoi? Eh ben, on a la présence d'un caillot, donc le petit truc jaune que vous voyez là au niveau de la coronaire. Eh ben, il descend, hop, tranquille, et puis à un moment donné, bah, il bouge l'artère. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Si on rouvre pas l'artère, bah, ça va créer une ischémie. Alors, plus l'artère est bouchée au tout début, plus ça va concerner un gros territoire. Plus c'est au bout, plus le territoire sera minime. Mais ça n'empêche pas que même un petit territoire, ça peut engendrer des gros troubles du rythme ou de la conduction. Donc voilà, là, c'était plutôt quelqu'un qui avait une grosse artère, si tu veux, alors UVA bien au début. Donc voilà. Cas clinique numéro 3. Je regarde un peu l'heure pour pas non plus finir trop tard, essayer de rattraper le retard du début. Alors, le petit cas clinique, si vous avez des questions après les ECG, n'hésitez pas à les poser. Moi, je ne regarde pas forcément tous les trucs du chat, mais il y a les autres collègues qui regardent. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire. Le but, c'est ça aussi, c'est d'échanger, de voir ça. Il n'y a pas de question particulière, Jérôme, là, sur ce CG, pour l'instant. Alors Beaucoup de après, bonnes, là, beaucoup de le bonnes CG réponses. précédent, c'était effectivement le CG typique, c'est l'infarctus. Ça fait partie des ECG où là, en général, on voit ça, ça se reconnaît plutôt facilement, en plus ça a été flagrant. Là, c'est coraux, ça souvent on fonce. Alors, donc, ce petit cas clinique numéro 3, là, voilà, quelqu'un petit papy, 80 ans, qui se plaint de palpitations, qui le gêne un petit peu quand même. Un monsieur qui a insuffisance cardiaque connue. Alors, insuffisance cardiaque connue, avec FEVGE un peu altéré, dans un contexte de cardiopathie ischémique. Alors, c'était pas celui de l'ECG d'avant, hein. Sinon, voilà, âge, sexe, obésité, sédentarité, un tabagisme sevré depuis son infarctus. Et puis en traitement, bah, les traitements un petit peu basiques de l'insuffisance cardiaque. Et voilà le CG. Alors, allez-y, à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que vous lui donnez un Lexomil, il rentre chez lui? Ou peut-être vous allez le garder? Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que vous voyez sur cette ECG? C'est le bazar. Bah, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, en fait. Alors, c'est pas si le bazar que ça, mais c'est pas rassurant quand même, hein. Bien. On est à 1 minute là, c'est pas mal déjà pour l'interprétation, on va pas aller au-delà. Alors oui, Annie, c'est le bazar. Euh, Alors, c'est le bazar, on va voir que c'est pas beaucoup, si le bazar beaucoup de que ça bonnes pour vous. réponses. Alors, donc, dans le côté 130 par minute, donc là déjà, c'est tachycarde. Premier élément, c'est tachycarde, ça, c'est pas normal. 130, c'est pas une fréquence cardiaque normale. Euh, donc, excusez-moi, voilà. Le rythme, est-ce que c'est régulier? Ah, si on regarde, effectivement, on a quand même les QRS qui arrivent de façon régulière. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas si le bazar que ça. Donc le rythme, oui, il est régulier. Alors ça peut avoir un côté rassurant, mais faussement rassurant. Onde P et QRS. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a un QRS, on voit une onde P avant, et à chaque fois qu'on a une onde P, on voit un QRS avant? Alors là, il y a s'il y en a qui ont vu des ondes P, attention, on ne peut pas dire pour chaque QRS qu'on voit une onde P avant. Il y a des moments, on a l'impression de voir effectivement avant les QRS une espèce de pseudo-onde P. Sauf que ça, on ne peut pas le voir avant chaque QRS. Donc, quand on ne peut pas dire qu'avant chaque QRS, on a bien clairement une onde P, ah bah non, on n'a pas une onde P à chaque fois qu'on a un QRS ou inversement. Donc là, bah, on paye QRS,
Non, on ne l'a pas. En D1, on croit voir. Alors, on a l'impression, effectivement, qu'en D1, on peut peut-être voir des ondes, des fois des ondes P, sauf qu'on ne le voit pas clairement avant chaque QRS. C'est ça que je disais. Il faut que ce qu'on voit à un moment donné, on le voit toujours après. Et quand on regarde sur le D de long, donc la dérivation de rythme tout en bas, avant certains QRS, on a l'impression de voir des ondes, on pourrait dire des ondes P, et qui, oui, elles le sont sûrement, mais on ne le voit pas avant chaque QRS. Donc, comme on ne peut pas le voir avant chaque QRS, eh ben, on va dire que pour ça, c'est non. Donc, du coup, l'espace PR ne calcule pas. Et les QRS, ils sont larges ou ils sont fins? Alors, pas forcément besoin, mais je vais quand même faire un agrandissement parce qu'on le voit encore beaucoup plus. Si on prend le début et la fin du QRS, là, on s'aperçoit que les QRS, effectivement, ils font largement plus de 3 petits carreaux. Donc, QRS large. Qu'est-ce qu'on a pour le moment? Eh ben, on a une tachycardie régulière, QRS large, sans onde P, en gros. Et ben ça, c'est la définition d'une tachycardie ventriculaire jusqu'à la preuve du contraire. Donc ça, c'est effectivement bien une tachycardie ventriculaire et le segment ST et les ondes T. Donc si on regarde le D de long tout en bas, on a donc le QRS qui monte et en dessous, ce qui descend, ça c'est l'onde T. Alors ça, c'est les, on peut dire, ouais, onde T inversée. Ben, en fait, le segment ST, les ondes T qui sont, alors sus-décalées, sous-décalées ou onde T inversée, c'est en lien avec la TV. C'est-à-dire que la dépolarisation des deux ventricules ne se fait pas normalement, donc forcément la repolarisation se fera de façon pas normale. Donc c'est les troubles de la repolarisation qu'on rencontre dans la TV très souvent. Donc voilà, tachycardie régulière, QRS large, sans onde P avant chaque QRS, TV jusqu'à la preuve du contraire. Hein. Alors bien sûr, après, des fois, c'est à creuser un petit peu quand on a un doute, ça peut être une tachycardie supraventriculaire, donc par exemple un flotteur atrial, plus un bloc de branche gauche. Mais là, on rentre dans quelque chose de plus compliqué. On reste simple, quand on ne sait pas, on prend celle plus grave. Et ça, en plus, c'était bien de la TV. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la TV? Ben, en fait, c'est facile. Hein. On a un foyer d'excitation au niveau des ventricules, quelque part dans les ventricules, et qui va délivrer des influx électriques en transmettant l'influx électrique. Alors là, c'est la transmission de cellule à cellule, donc conduction lente. Donc, c'est pour ça que ça nous donne des QRS larges. La fréquence de la TV, c'est au-dessus de 110 en général. Donc là, 130, on n'était pas mal. Donc voilà. Est-ce que ça va pour celui-là? Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, il y a une question, Jérôme. Ah, Comment différencier une TV d'une tachycardie supraventriculaire avec bloc de branche? alors ça, soit c'est l'œil du professionnel qui le voit, soit ça peut être les manœuvres vagales. Par exemple, ça peut être une aide. Les manœuvres vagales comme le massage chino-carotidien ou les Valsalva, tout ça, en fait, ça va avoir pour but de couper la conduction au niveau du nœud atrioventriculaire. Si c'est, ou alors après, vous pouvez avoir tout ce qui est adénosine, c'est un peu plus violent. Si c'est quelque chose qui provient des oreillettes, donc une tachycardie au niveau des oreillettes avec un bloc de branche associé, en coupant la conduction au niveau du nœud AV, eh ben, ça va vous couper votre côté tachycardie et vous allez voir que l'activité des oreillettes. Donc là, ça va permettre de faire diagnostic et des fois un petit peu le côté thérapeutique. Par contre, si quand vous faites ça, eh ben, il n'y a rien qui se passe, vous faites de l'adénosine et en fait, vous gardez toujours votre tachycardie à QRS large régulière, eh ben, ça veut dire que là, c'est de la TV. D'accord? Parce qu'en bloquant au niveau du nœud atrioventriculaire, forcément, si c'est de la TV qui est en dessous, regardez, je vais vous remettre le chaud. Voilà, je vous remets ça. C'est-à-dire que si on bloque au niveau du nœud atrioventriculaire avec l'adénosine, comme le foyer de TV, il est en dessous, l'adénosine n'aura aucun effet, on gardera la tachycardie ventriculaire, donc la tachycardie régulière à QRS large. Alors que si c'est quelque chose qui provient des oreillettes, on va couper la conduction pour aller au niveau des ventricules et on gardera que l'activité atriale. Donc voilà.
Et après, bah, dans le doute, hein, de toute façon, vous avez quelque chose, vous avez un doute, c'est cardio médecin tout de suite. Donc voilà. Alors, ensuite, cas clinique numéro 4. Un petit monsieur, donc 55 ans, qui consulte aux urgences, paresthésie d'extrémité, nausées, faiblesse musculaire. Un monsieur qui est connu pour insuffisance rénale chronique, qui était plutôt pas trop mal, hypothyroïdie. Il est juste substitué en hormones thyroïdiennes. À l'ECG, vous avez ça, allez-y, lâchez-vous. Alors celui-là, je vous l'accorde, il n'est pas forcément toujours facile, mais je l'aime bien. Ah, ça propose moins que sur l'infarctus de tout à l'heure, hein. Ah, voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ça donne toujours de bons trucs. Allez, on laisse 15 secondes supplémentaires. Ok, on est à 1 minute 20. On va attaquer pour l'explication. Jérôme a pas mal de réponses Ah bah en intéressantes. plus, pour Encore le une coup, fois, la dernière difficile, oui. Alors ça fait ouais. partie des ECG effectivement difficiles. Alors on va reprendre la méthodologie tranquille. 32. Alors 32, il n'y a pas à aller chercher très très loin, c'est bradycarde, c'est pas normal. Le rythme, est-ce qu'il est régulier? Si on regarde, grosso modo, effectivement, les QRS arrivent à un rythme régulier. Donc, ça va plutôt pas mal. Onde P et QRS. Est-ce qu'à chaque fois qu'on a un QRS, on a une onde P devant et inversement? Bah, si on regarde les QRS, et notamment sur le D de long tout en bas, bah, on ne voit pas. On voit bien les QRS avant, on ne voit rien qui ressemble à une onde P telle qu'on les connaît. Donc, on aurait tendance à dire, il n'y a pas d'onde P. Oh, c'est facile. Alors ça, franchement, c'est facile. En plus, il n'est pas fut-fut, il nous l'a mis tout à l'heure. C'est un BSA complet, il n'y a pas d'onde P, il n'y a pas de contraction des oreillettes, c'est un BSA complet, on va lui poser un PM. Et vous le tueriez. On va continuer. Jamais s'arrêter en chemin. L'espace PR, du coup, comme il n'y a pas d'onde P, il n'y a pas. Les QRS, est-ce qu'ils sont fins ou est-ce qu'ils sont larges? On agrandit, on prend début du QRS, fin du QRS. Ah ouais, là, plus de 3 petits carreaux. Ouh, mais ça pourrait coller en plus avec mon BSA complet, puis un échappement ventriculaire. Attendez, c'est pas ça, parce que là, je pense, ouais, on le tuerait vraiment. Donc les QRS larges, élément supplémentaire pathologique. Le segment ST, on va enlever tout ça. Et le segment ST, on va regarder un petit peu toutes les dérivations. Alors là, je vous montre. Là, sous-décalage. Et puis, si on creuse, là, on a un sus-décalage. C'est facile. Du coup, c'est un infarctus. On va l'envoyer en coro. On va lui rouvrir son artère et il va être génial. Et vous le tueriez encore. Pourquoi? Toujours aller jusqu'au bout. Alors, pourquoi toujours aller jusqu'au bout? Parce que, bah, effectivement, le segment ST, il n'est pas normal, mais regardez bien. Et ça, il y en a qui l'ont mis dans les commentaires. On va s'intéresser aux ondes T. Regardez bien les ondes T. Si on les prend, elles sont identiques, voire plus amples que les QRS. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, maximum 2 tiers de l'onde principale. Là, regardez en V4, on a une onde T qui est plus ample que le QRS. Et ça, c'est pas normal. Et si on regarde, en plus, elles sont symétriques. Les ondes T sont censées être asymétriques. Une onde T qui perd son asymétrie, c'est quelque chose de pathologique. Ça peut être un signe d'ischémie, effectivement, mais ça peut être aussi, et là, avec l'ensemble des signes, surtout le signe de hypercalémie. Donc, c'est quelqu'un qui avait une hypercalémie à 7,5. D'où l'intérêt de bien analyser un ECG jusqu'au bout, parce que là, on pourrait très facilement se planter si on ne fait pas attention.
allez lui poser un PM parce qu'on part sur un BSA complet, allez lui faire une choro parce qu'on part sur un problème ischémique, alors qu'en fait, c'est surtout un problème de kaliémie. D'accord? Donc là, c'est le CG qui, quand on le voit pas, quand on n'en a pas déjà vu, ça peut être un petit peu perturbant parce qu'il y a un petit peu tout et rien. Donc voilà. Juste, Jérôme, elles sont les ondes P du coup? Bah, les ondes P, elles sont pas là. Les hyperkaliémies peuvent provoquer tout un tas de troubles de conduction et ça peut vous provoquer des BAV ou des BSA. Et donc là, c'est une hyperkaliémie chez à 7,5 et qui a déclenché en fait une absence de contraction, enfin de stimulation du nœud sinusal. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de stimulation du nœud sinusal, donc pas de contraction des oreillettes, donc pas d'onde. L'hyperkaliémie, ça peut être. Alors, il y a plein de CG d'hyperkaliémie, c'est génial. Ça, c'en est un que j'aime bien parce qu'il y a tout un tas de choses et on peut vite partir. Mais c'est ça qui est top avec l'hyperkaliémie. Et ça, c'est le genre de CG, quand on a fait le diagnostic de CG avec un ECG comme ça, d'hyperkaliémie, on traite l'hyperkaliémie avant même d'avoir les résultats du potassium au niveau du bilan sang. Ok, merci. Il y a Charlotte qui pose une question intéressante. Elle voit une onde Q en AVR. Est-ce que tu peux lui répondre? Bah, en fait, ce qu'on appelle une onde Q, c'est quand la première onde du QRS elle est négative, c'est ce qu'on appelle une onde Q. En AVR, en général, le QRS, c'est qu'une onde négative au début, donc c'est une onde Q, et on peut avoir une onde positive. Donc là, en AVR, le fait que la première onde elle soit négative, effectivement, c'est une onde Q, mais c'est pas pathologique. En AVR, c'est comme ça. C'est ça, c'est normal parce qu'en fait, c'est la dérivation qui regarde dans l'autre sens des autres, quoi. Qui, Ouais, bon, en fait, AVR, c'est la dérivation qui est à l'opposé un peu de toutes les autres dérivations, et donc qui voit l'inverse de toutes les autres. Donc, elle est un peu à part. Alors, c'est un rythme d'échappement. Oui et non, en fait. Dans l'hyperkaliémie, c'est un peu compliqué. On ne peut pas parler forcément de rythme d'échappement. C'est un mélange de rythme d'échappement de côté pathologique. L'hyperkaliémie, ça peut mélanger plein de trucs. Donc, il y a sûrement un côté effectivement rythme d'échappement, parce que là, il y a l'air d'y avoir strictement aucune onde P, donc peut-être un vrai pur bloc sino-atrial complet, avec un échappement qui s'est mis en place, mais des QRS d'échappement modifiés par l'hyperkaliémie aussi. Donc voilà. Et pour rappel, hein, à préciser aussi, l'hyperkaliémie, c'est une urgence, hein, surtout à 7,5. L'hyperkaliémie, ça tue, hein, c'est des risques d'asystolie, de fibrillation ventriculaire. Alors, Jérôme, tu me corriges hein, si je me trompe, toutes les hyperkaliémies ne se voient pas à l'ECG. C'est au-dessus de 6,5 millimoles par litre de C'est mémoire. pas, en fait, c'est dépendant de Il y a un chacun. chiffre ouais. C'est dépendant de chacun. L'hyperkaliémie se traite en fonction de l'apparition des signes ECG. Il y en a qui peuvent, alors, les insuffisants rénaux qui se font Ouais. dialyser, ils ont des hyperkaliémies permanentes et donc eux, ils les tolèrent bien, enfin mieux que tout le monde, parce qu'ils ont l'habitude et donc les signes ECG sont pas forcément les mêmes. Mm. Euh, et puis après, tout dépend aussi. C'est comme tout, quelque chose qui s'est installé progressivement sera mieux toléré que quelque chose qui arrive brutalement. Il n'y a pas de. Après, il y a les normes de la kaliémie. Le traitement de la kaliémie se fait en fonction de l'apparition de signes ECG. Si Aussi. on a des signes ECG, on va traiter plus ou moins fort, et ça peut être jusqu'à la dialyse carrément d'emblée, parce que c'est une grosse hyperkaliémie. J'ai eu le cas d'un patient qui avait 9,4 de kaliémie, qui une demi-heure après le CG a fait son arrêt. Lui, le traitement, ça a été tout simplement l'AREA pour la dialyse. Merci pour ta réponse. Alors, la présence des sous- et sus-décalages, c'est associé au trouble, enfin, à l'hyperkaliémie. Le potassium rentre dans la repolarisation. Donc, dès qu'il y a des problèmes de kaliémie, forcément, ça va perturber aussi la repolarisation. Et aussi, après, ça va perturber forcément la contraction et puis le avant. Donc, il y a des petites étapes, mais en fait, un problème de kaliémie peut apporter des modifications partout. Au niveau des oreillettes, donc avec un bloc sinoatrial par exemple, au niveau des QRS, mais aussi au niveau segment ST et onde T. En général, la kaliémie, ça commence par donner des troubles au niveau des ondes T,
et plus la kaliémie monte, et plus vous allez avoir les troubles qui vont ravancer un petit peu. Donc après, ça va plutôt concerner le segment ST, et après, ça va concerner le QRS, et après, ça peut vous engendrer des troubles de conduction. Voilà, mais ça peut toucher partout. C'est ça qui est Bien sûr, génial avec l'hyperkaliémie. génial. Sur toute la conduction intracardiaque, finalement. Surtout, ouais, surtout. Ça pose des problèmes surtout. Donc voilà. Ok, bon, a priori, pas d'autres questions sur l'hyperkaliémie. Merci, Jérôme. Alors, donc, petit cas clinique numéro 5. Donc, voilà, patient cardio qui fait consultation de suivi annuel sans particulier. Enfin, c'est son suivi. Voilà, il n'y a pas de problème. Je ne vous donne pas ses antécédents et tout ça parce que sinon, vous allez avoir la réponse. Petite ECG facile qu'on rencontre dans tous les services, quelle que soit sa spécialité. Qu'on soit cardio ou pas cardio, qu'on soit en maison de retraite, qu'on soit infirmière, infirmier, IPA, et puis IPA partout. Ça, c'est un ECG que vous rencontrerez obligatoirement si vous faites des ECG, et ce sera obligatoirement un ECG que vous rencontrerez au moins une fois dans votre carrière, voire beaucoup plus. Hein. Et au vu du nombre de réponses comme ça d'emblée d'un seul coup, oui, vous en avez déjà vu. Alors, on va profiter justement du fait que ce soit un ECG euh, relativement facile pour avancer un petit peu dessus. Parce que Ouais. donc, On est à 40 secondes et 100% de bonnes réponses. On peut y aller. voilà, tout le monde a, à sa façon apporté une réponse correcte à cet ECG. Donc ça, voilà, c'est le CG typique. Alors, la fréquence cardiaque 72, on est bien, c'est normal. Le rythme, est-ce qu'il est régulier ou pas? Ah non. Si on regarde le D de long tout en bas, on s'aperçoit que les QRS n'arrivent pas toujours au même rythme. Donc le rythme, il n'est pas régulier. Donc ça, c'est pathologique, c'est pas normal. Le binôme onde P-QRS, à chaque fois qu'on a un QRS et qu'on regarde avant, on ne voit pas clairement une onde P avant chaque QRS et que toutes les ondes P se ressemblent aussi. Ah, donc ça, non. Du coup, l'espace PR, bah, on ne l'a pas non plus. Si on agrandit les QRS, début du QRS, fin des QRS, moins de trois petits carreaux, donc ça, c'est bien, ça nous rassure. Le segment ST, on balaye l'ensemble des dérivations, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de modification du segment ST de façon flagrante. Et les ondes T, pareil, on regarde l'ensemble de l'électrocardiogramme et on ne trouve pas de modification des ondes T particulières. Ça, c'est, comme tout le monde l'a vu, c'est un rythme irrégulier, sans onde P. Pourquoi? On a ce qu'on appelle une trémulation de la ligne isoélectrique parce qu'on a une fibrillation atriale. La trémulation de la ligne isoélectrique, c'est quoi? C'est les oreillettes, au lieu de se contracter comme ça et nous donner des ondes P, et ben en fait, elles fibrillent. Et des oreillettes qui font ça, et ben sur un ECG, voilà, ça fait ça. Ça fait ce qu'on appelle la trémulation de la ligne électrique. Alors là, je vous avoue qu'avec la caméra, c'est pas top, mais en fait, ça donne cette ligne qui est pas plate, qui est pas claire, qui trémule, ça fait des vaguelettes. Voilà. Dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a, alors essentiellement, les foyers de fibrillation atriale en général au départ, elles se trouvent au niveau des veines pulmonaires et donc elles délivrent des influx électriques de façon non coordonnée, très rapide. Donc c'est le bazar. Le nœud atrioventriculaire, il filtre comme il peut parce qu'il est là pour protéger les ventricules. S'il laisse tout passer, il peut y avoir plus de 400 influx électriques par minute. Donc s'il laisse tout passer aux ventricules, catastrophe. Donc il protège les ventricules, il en bloque. Alors, des fois, trop, pas assez, ou juste bien, donc ça va dépendre de la fréquence. Mais de toute façon, il est fait passer toujours de façon irrégulière. Donc, voilà. Alors, Pas dernier d'autres petit point. questions, Ah Jérôme. oui, On peut passer pardon. au suivant. Non, il n'y a pas d'autres questions. On peut passer au suivant. Alors, la fibrillation atriale, vous en verrez, ça c'est obligatoire, c'est obligatoire. Alors, cas clinique numéro 6, juste simple, est-ce qu'il est coronarien ou pas ce patient? Donc là, c'est je veux du oui, non. Allez-y, lâchez. Petite question facile, mais alors je vous donne pas de clinique parce que sinon forcément, hein, si je vous dis il a mal dans la poitrine, vous allez me dire bah oui c'est coronarien. Si je vous dis non non il a pas mal, bah non c'est pas coronarien. Donc là juste un ECG en tête à tête.
Tu me dis, Alex, pour le timing. Alors, pour être honnête, j'ai oublié de lancer le chrono. Bon, on va pouvoir se lancer dans les explications. Alors, Alors, que du oui hein, oui, 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 dans oui, la oui. proposition. Bon, ça va surprendre tout le monde, hein, je te laisse expliquer. Alors, c'est là où vous allez découvrir mon côté vicieux. C'est que, effectivement, vous avez vu ça. Ah, attendez, là, ça ne fait pas. Vous avez vu ça. Là, il y a plus ou moins sous-décalage, on était inversé. Ah, mais ça, c'est ischémique. En plus, là, si on regarde, le sous-décalage, c'est ischémique, ça. Eh ben non, non. Ça, alors c'est pour ça que je ne vous ai pas donné la clinique. C'est un patient qui ne se plaint absolument pas de douleur dans la poitrine, pas du tout. C'est juste un patient qui se plaint d'être un peu essoufflé. Pourquoi? Parce que ça, c'est le CV typique, voilà, d'HVG. C'est le patient qui est insuffisant cardiaque. Et d'où l'intérêt de bien repérer les signes d'insuffisance cardiaque. On ne va pas rentrer dans le détail là maintenant. Pourquoi? Parce que parler de l'insuffisance cardiaque au niveau de l'électro, ça nécessiterait beaucoup plus de temps que ça, parce qu'il y a plein de subtilités, il y a plein de trucs. Peut-être qu'un jour, on pourra se faire un truc un peu plus spécifique par rapport à ça. Je sais pas, on verra, rester jusqu'au bout. Euh, donc là, en fait, c'est plus des signes en rapport avec une HVG électrique. Donc, on voit à l'ECG et qui est confirmé aussi également à l'échographie cardiaque. Donc voilà, ça c'est juste le CG d'un patient insuffisant cardiaque. Donc voilà, ça c'était pour mon côté un petit peu sadique. Alors, partez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que on va peut-être avoir vite fait le temps de faire un dernier ECG. Je me permets, je me lâche, je ne demande pas à mes collègues. Donc, je vous ai mis un petit peu de pub pour le bouquin. Vous retrouverez effectivement tous les éléments ECG avec beaucoup plus de détails, bien sûr. Euh, on va faire un dernier petit ECG bonus parce que celui-là, je le trouve super intéressant dans le côté compréhension. Des questions, si vous en avez, on fera tout après, comme ça, ce sera top. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui consulte aux urgences pour malaise sans perte de connaissance. Il y a eu chute, mais il n'y a pas eu de traumatisme. Je vous montre le CG et il va falloir, pourquoi ce patient, il nécessite d'avoir un PM? Pourquoi il va avoir son PM, ce patient? On va faire le CG. N'hésitez pas à donner un petit peu vos avis, vos ressentis. Je vais faire la correction. Alors, pour le Sokolov, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail là. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu trop long. Donc là, sur le CG, je vais avancer tranquillement. Euh, Et puis, on va voir un petit peu les différents diagnostics. Et vous allez voir pourquoi il doit avoir son PM, ce monsieur. Parce qu'en plus, il n'y a rien de grave. Fréquence 55. Alors, on peut dire fréquence 55, c'est peut-être un petit peu bradycarde, mais on remet dans le contexte clinique, ça va, ça pose pas de soucis, il ne se plaint pas de fatigue. Le rythme, est-ce qu'il est régulier? Oui, il est régulier. Si on prend les QRS, ils arrivent de façon régulière. Les ondes P et les QRS. Alors là, je vous mets où est-ce qu'on voit les ondes P. Alors, elles sont pas très très belles, je suis d'accord avec vous. Toutes les ondes P sont pas non plus super jolies, mais là, elles sont quand même là. Et on en a une avant chaque QRS. Donc ça, c'est l'espace PR. On fait un agrandissement. Et l'espace PR du début de l'onde P au début du QRS, moins de 5, enfin plus de 5 petits carreaux. Ah, plus de 5 petits carreaux. Ça, c'est pas normal, c'est pathologique. Est-ce que c'est toujours le même? Si on décale, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est toujours le même. Donc là, on a quand même un espace PR qui fait plus de 5 petits carreaux, mais qui est fixe. Il n'y a pas d'onde P bloquée. On peut faire un premier diagnostic, c'est ce qu'on appelle le BAV1, bloc atrioventriculaire du premier degré. C'est juste le nœud atrioventriculaire qui ralentit de façon un peu plus importante le passage de l'influx électrique entre les oreillettes et les ventricules, mais sans jamais rien bloquer. C'est pas grave. Mais il y a ça. On va continuer. Les QRS. Alors, on va agrandir sur une autre dérivation. Les QRS, si on prend du début à la fin, plus de 3 petits carreaux. Waouh, plus de 3 petits carreaux. Attention, c'est pas normal. Sauf que là, on sait qu'il y a un rythme sinusal. Donc, des QRS larges en rythme sinusal, on va penser à un bloc de branche. Et là, si on regarde, effectivement, alors, plus de 3 petits carreaux, l'électrocardiographe calcule le QRS à 152 millisecondes. Donc là, on est à plus de 120, on a plus de 3 petits carreaux, donc c'est bien confirmé. Et si on regarde l'aspect du QRS en V1, là, on voit un aspect en M. Alors,
en M, avec le segment ST descendant, onde-T inversée. Et là, en gros, on a un petit peu tous les signes de ce qu'on appelle le bloc de branche droite. Il y a encore quelque chose qui est pas anodin, qui n'est pas forcément grave. Voilà, mais c'est là. Alors, par contre, juste un truc, un QRS pour un bloc de branche droit à 152 millisecondes, c'est un peu beaucoup. Un bloc de branche droit basique, au-dessus de 140 millisecondes, déjà, c'est qu'il n'est peut-être pas tout seul ou il y a peut-être autre chose. Et là, il y a autre chose, puisque associé à ça, on a ce qu'on appelle un hémibloc antérieur gauche. Donc, à la branche antérieure gauche qui, elle aussi, ne fonctionne pas. Alors, sans rentrer dans le détail du détail, mais on a donc l'axe hypergauche, donc D1, le QRS en D1 majoritairement positif, le QRS en D2 majoritairement négatif, donc ça nous donne l'axe hypergauche. Disparition des ondes Q en V5, V6, donc l'onde Q, c'est la première onde du QRS qui est négative, bah là, il n'est pas là, ça commence tout de suite par une onde positive. Et puis, on a un aspect petite onde Q, grande onde R en D1, VL, et un aspect petite onde R, grande onde S en inférieur. Donc, tout ça nous donne le diagnostic d'hémibloc antérieur gauche. Donc, en fait, là, on a trois diagnostics qui sont trois diagnostics pas graves. Le segment ST sur l'ensemble de l'ECG, pas de souci particulier. Les ondes T, pas de souci particulier non plus. On va tout remettre sur un schéma. Et vous allez comprendre pourquoi ce patient, finalement, trois trucs pas graves peuvent donner quelque chose de grave. On sait qu'il y a un BAV1. L'espace PR, plus long que la normale, mais fixe, sans onde P bloquée. Ça, pas de souci. Donc, alors attendez, hop, je change. Donc, ah oui, on a le bloc de branche droit, simple. La branche droite ne marche pas, ça on le sait. On a aussi un hémibloc antérieur gauche. La branche antérieure gauche ne marche pas. Et le BAV1, donc très souvent on dit que c'est nodal, on dit que c'est le nœud atrioventriculaire qui ralentit l'influx électrique. Donc voilà, le petit escargot qui se trouve au niveau du nœud. Mais là, en fait, sur l'ensemble du tissu nodal, ne nous reste plus que l'hémibranche postérieure. Mais le BAV1, est-ce que c'est vraiment nodal ou à ce moment-là, ce ne serait pas vraiment grave? Ou est-ce que c'est plutôt la dernière branche qui reste, qui ralentit, elle, le passage de l'influx électrique parce que cette dernière branche est malade? Peut-être c'est ça. Je vous remets le contexte. Donc là, peut-être c'est sur toute la branche là, c'est malade et pas que nodal, où ça changerait la donne. Je vous remets le contexte aussi de pourquoi ce patient a consulté. Eh bien, malaise sans perte de connaissance, mais qui a entraîné une chute. C'est le patient typique qui aura une étude électrophysiologique pour voir un petit peu ce BAV1. Est-ce que c'est vraiment que au niveau du nœud? Et à ce moment-là, c'est de la surveillance. Ou est-ce que c'est plutôt la branche postérieure qui est malade? Et à ce moment-là, bien sûr qu'il faudra poser un pacemaker parce que elle finira par complètement bloquer et ça donnera, si cette dernière branche elle est bloquée aussi, ça donnera un BAV complet. Et ben, ce patient, au final, il a eu son pacemaker parce qu'effectivement, le BAV1, c'était pas un problème au niveau du nœud, mais c'était la dernière branche postérieure qui ralentissait de façon plus importante le passage de l'influx électrique. Juste généralement en pratique, en consultation, quand on voit ça, le cardiologue prescrit un holter pour trouver des troubles du rythme du coup sur 24 heures qui expliquent les malaises et pertes de connaissance avant de décider de poser un pacemaker. De quoi? Et ben, les cardiologues généralement ils prescrivent un holter quand ils voient ça. C'est le bloc de branche droit plus les mi-blocs antérieur gauche. Ils proposent un holter pour rechercher justement des troubles du rythme qui Alors, apparaissent. après, voilà, le traitement de ça pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, soit c'est documenté. Et il y a sur le CG, on voit des ondes P bloquées. Donc là, l'ensemble de ces signes, plus à un moment donné des ondes P bloquées, là, on sait que c'est la dernière branche qui est malade, on pose le PM. Soit il y a le contexte clinique, le patient qui fait malaise, plus ou moins perte de connaissance. Là, il y a le côté clinique en plus qui dit il faut lui poser un PM. Si maintenant on a juste le CG, mais sans malaise, sans truc comme ça, effectivement, ça peut être un holter pour voir sur le plus long terme et plus ou moins études électrophysiologiques en fonction des disponibilités. Alors, juste pour répondre à une petite question qui était posée dans le chat, si tout ce qui était là, c'était dans le livre, bien sûr que dans mon livre, tout est, il y a largement plus, c'est vachement beaucoup plus détaillé. On ne peut pas, là, sur un webinar,
parler de la même chose que qu'on parle dans un livre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça a été clair et plutôt compréhensible et que ça vous a donné envie de vous intéresser aux ECG parce que franchement, c'est super intéressant, c'est super passionnant. On peut apprendre plein de trucs et pourquoi la connaissance, eh ben, elle serait limitée aux médecins. Voilà. Merci à tous et puis bah, peut-être à bientôt. Et donc surtout, je passe la main un petit peu à Alexandre pour vous parler d'un dernier petit truc. Merci de me laisser parler, Jérôme, ça me fait plaisir. Dis-moi, j'ai juste une question sur le dernier ECG. Est-ce qu'on peut parler d'un bloc trifasciculaire? Ouais, oui, parce qu'il y a trois faisceaux qui sont touchés, la branche droite, l'hémibranche antérieure et puis la postérieure aussi qui est un petit peu malade. Ça marche. Merci pour ta réponse. Alors, euh, vraiment merci, hein. Merci à toi pour cette excellente présentation de qualité, la réponse spontanée à toutes les questions. Tout ça, c'est des ECG qui, somme toute, peuvent illustrer un petit peu notre quotidien. Il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire, évidemment, mais c'est génial. Moi, franchement, très satisfait de cette présentation. Alors, on vous a parlé d'une petite surprise en début de webinaire, hein, enfin, sur le mail. Bah, c'est en fait que nous n'étions que 100 au lieu de 300. Non, alors la surprise, c'est l'organisation en fait par le CIPAC d'une journée des IPA de cardio, donc toutes disciplines confondues, hein. Donc ça se passera en avril 2024 à Paris. Donc il y aura des ateliers, des lieux d'échange, des animations, des présentations aussi. Alors la date et le lieu exact sont en cours de ils sont définis, mais en cours de validation, je dirais. Et donc, on vous communiquera toutes les informations prochainement sur la page du CIPAC, d'accord, ou LinkedIn. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit appel à projet. On peut encore ouvrir des salles, donc on fait un petit appel à projet pour des présentations relatives à des parcours IPA notamment. Donc, n'hésitez pas à nous proposer vos candidatures. Donc, plutôt avant fin septembre, hein, autant que faire se peut, on aura le temps d'en discuter. Euh, alors, comme nous avons grand cœur, l'invitation, elle concerne aussi les futurs IPA et puis tous nos collègues hein, qui sont impliqués dans des parcours de soins cardiologiques. Voilà. Moi, je suis persuadé en fait que c'est en travaillant ensemble hein, qu'on arrivera à harmoniser un petit peu nos pratiques et aussi à démocratiser nos fonctions respectives dans le paysage des soins. Voilà. Et pour finir, comme vous l'avez compris, l'adhésion au CIPAC, au collectif, elle est gratuite. Vous pouvez apporter votre soutien aussi et suivre notre activité donc sur LinkedIn. Vous avez d'ailleurs un lien via le QR code. Voilà. Alors encore un grand merci à tous. Merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci Jérôme. Et puis Merci, merci pour Jérôme. votre participation et vos nombreuses questions. Merci À beaucoup, bientôt. Jérôme. Et juste pour répondre à une question à Charlotte qui demande si le congrès sera payant, on doit fixer malheureusement un prix hein, pour limiter le nombre de personnes parce qu'il n'y a pas non plus 400 places. Mais vraiment, c'est un peu comme les webinaires, c'est le projet du CIPAC d'offrir ce congrès à petit prix. On pensait partir sur 20 euros, donc une boîte de sushis pour tous les infirmiers IPA qui voudraient y participer. Voilà. Et donc, euh, Et Ouais. donc, c'est la fin. Moi, je merci, tiens quand même Jérôme. à remercier Alexandre et Hugo de m'avoir proposé ça, parce que voilà, objectif, c'est vraiment dédramatiser le CG et montrer à tout le monde que le CG, c'est pas si dur. Alors oui, ça peut être super compliqué, et c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans le détail de l'insuffisance cardiaque, parce que bah, rendez-vous peut-être au congrès. Mais voilà. Il y a tellement de trucs, c'est super passionnant et ce serait dommage de ne pas s'y intéresser parce qu'en plus, c'est aussi comprendre les ECG, c'est aussi comprendre ce qu'on fait au quotidien. Donc Absolument. voilà. Tout à fait. On fera plus la même Absolument. chose de la même façon.
on le fera plus avec le même objectif. C'est ça. Alors, il y a aussi les JFIC en fin de mois, là, peut-être qu'on s'y rencontrera.